Donc, j'en aurais fini. Je vous dis, pensez-y sérieusement. Vous devez rentrer chez vous. Je vous remercie de m'avoir aidé. Bonjour. On va continuer sur le même registre, mais vous allez quand même participer un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ce film que vous venez de voir? C'est la première fois que vous le voyez? Vous l'avez déjà tous vu? Et c'est quoi vos impressions? À chaud? Qu'est-ce que ça vous inspire? Quel message vous y décelez? Oui, je pense que tu l'avais vu. Alors on va y aller à bout de rôle. Je vais commencer par vous, à côté de moi, avant de passer le micro à d'autres. En fait, je n'ai rien retenu. C'est pour la première fois que je vois ce film. Et quand tu l'as vu, il y avait quoi dans le film? Ça parlait de quoi? Bon, ça parlait comment dirais-je, d'un pays fictif qu'on appelle Wakanda. Je pense que ça c'est en Afrique. Si c'est un pays fictif, est-ce que, j'aimerais poser la question, est-ce que c'est le pays qui existe vraiment dans la vraie vie? Non, c'est une fiction. Mais une fiction qui a un ancrage dans la réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître dans le futur ou j'aimerais savoir bien? Non, c'est une très bonne question. Le film qu'on vient de voir traduit effectivement cette Afrique du passé, mais vue avec les yeux d'aujourd'hui, et cette Afrique qui nous profile, qui nous dessine des perspectives pour l'avenir. On va écouter une fille. Bon, je n'ai rien retenu à cause de c'est la première fois que je vis le film, mais quand même, j'ai retenu comme... Pour moi, c'est un combat entre l'Afrique et l'Amérique. Pour moi, je ne sais pas. Pourquoi un combat entre l'Afrique et l'Amérique? On a parlé d'Amérique dedans? Elle pense que c'est un combat entre l'Afrique et l'Amérique, d'après elle. Et toi? Très bien. Qu'est-ce qui t'a frappé? Les bagarres? Oui, Miss. Voilà. D'après ce que j'ai retenu, en gros, c'est pas une nation, mais c'est comme une famille. Ils ont leur, comme un emblème, la fleur de cœur. Et il y a un Américain qui les a volés. Et ils ont tué beaucoup de personnes. Et en gros, ils voulaient la mort de cette personne et ils ne voulaient pas de base partager leurs armes pour mettre le sang sur la terre. Tuer des gens. Se servir de ces armes pour protéger, se défendre, mais pas pour tuer et aider à faire la guerre. Voilà. Et toi, tu penses comme ça? Est-ce que tu as une question à poser par rapport à ça? Là, tu as décrit l'histoire telle que tu l'as vue. Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Pourquoi utiliser ces armes pour faire la guerre? Pourquoi ils ont utilisé ces armes pour faire la guerre? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ces armes pour faire la guerre? Ok, on va continuer. Avec les questions? Vous pourrez poser des questions après, dans le cours de la discussion. Vous pouvez intervenir à tout moment. Vous pouvez m'interrompre, nous interrompre. Le professeur Bemba pourra vous répondre aussi. Ce qu'il faut quand même retenir de ce film, je pense dans l'invitation c'était marqué Black Panther et la question du panafricanisme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est le panafricanisme? Je pense que non. Non. Ok. Ça ne fait pas partie des programmes. Ah oui? Bon, c'est le moment de commencer. Le panafricanisme, en deux mots, c'est un idéal, c'est une idée
J'imagine par exemple les Noirs qui se sont retrouvés, une fois qu'ils ont été déportés d'Afrique, à leur corps défendant bien sûr, et qu'ils débarquent ici, subissent l'esclavage et commencent à se rebeller. Ils avaient déjà commencé à se rebeller dans les bateaux, et une fois qu'ils ont été ici, ils ont continué, et à un certain moment, cette rébellion prend de l'ampleur. Et ici en Guadeloupe, il y a eu, j'ai appris dans l'histoire qu'il y a eu toutes l'épopée de Delcrès. C'est Delcrès ou Delcrès? Delcrès, oui. Lorsque Delcrès a réuni un certain nombre de nègres marrons pour pouvoir s'opposer à l'esclavage, est-ce qu'il les a réunis selon les tribus dont ils provenaient, selon les plantations d'où ils provenaient, etc. Il les a réunis sans tenir compte de ces particularités, mais sans non plus nier ces particularités. Alors, le panafricanisme, c'est le fait de réagir face à l'adversité en mettant en commun cet idéal de liberté, mais aussi la volonté de s'en sortir. Et qui dit volonté dit la mise en œuvre des moyens pour pouvoir s'en sortir. Et la mise en œuvre des moyens, c'est voilà, se procurer des armes, se procurer qui va faire à manger pendant que les autres sont en train de se battre, qui va penser les stratégies, etc. Donc le panafricanisme, c'est, en deux mots en tout cas pour vous, si on devait vous l'expliquer, c'est le fait de mettre en commun une idée, des moyens et réaliser ce projet qui va être bénéfique pour toutes nos communautés. Et une particularité de ce film Black Panther, c'est qu'il a mis en commun, il a intégré dans un même film toute une série d'ingrédients. D'ingrédients qui peuvent être d'ordre esthétique, des coiffures, des costumes, et ce sont des coiffures, des costumes de presque toutes les parties de l'Afrique. Et, pardon? Les sons aussi. Le son. Le son. C'est-à-dire les différents rythmes qui ont été là. Je suis du Sénégal, moi. Ah oui, 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 oui. Voilà. Tout à fait. Je connais Boimbapon. On était étudiants à la FEANF, à Angers. Je ne sais pas s'il se rappelle. Ah ouais. Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. J'étais dans la section du Sénégal. Merci beaucoup. Oui, effectivement, il y a aussi des sons, il y a les coiffures, il y a les costumes, il y a les sons. Peut-être que s'il y avait à manger, ils nous auraient montré les différents plats, etc. Donc, différents ingrédients qui sont mis ensemble pour construire ce film. Mais ce ne sont pas les seuls ingrédients. On a recouru à l'histoire. Et là aussi, au niveau de l'histoire, on a pris des fragments d'histoire ici et là en Afrique. La légende de Tchaka, légende, c'est-à-dire l'histoire de Tchaka. Je ne sais pas si vous connaissez Tchaka le Zoulou. C'est un roi Zoulou qui s'est battu contre l'oppression britannique. Et on retrouve cette légende ici, avec le fils Tchala, dont le père est Tchaka. Mais dans la vraie histoire, il y a le fait qu'il y a eu une rivalité dans le royaume du KwaZulu. Et la mère, qu'on retrouve ici dans ce film, la mère de Tchaka, a épargné à son fils le fait d'être mis de côté, jusqu'à ce que Tchaka réunisse différentes tribus qui se sont alliées à lui et reviennent conquérir le pouvoir. Il y a le côté technologique qui est très important dans ce film, parce que c'est un film qui est futuriste. On voit des soucoupes volantes, etc. On se dit, est-ce qu'un jour les Africains pourraient être dans cette position de pouvoir aussi disposer de tels moyens scientifiques? C'est possible, parce que nous sommes ceux qui avons été les premiers à transformer les animaux ou les bêtes qui étaient encore le stade supérieur qu'on pouvait voir dans la nature. L'homme moderne est issu de cette animalité-là. Et la première chose que cet être humain a fait, c'est de se définir
Et il ne pouvait pas se définir par rapport à un autre être humain dans la mesure où il n'y avait pas un semblable différent. Il s'est défini à partir du singe, à partir de l'animal qu'il a été d'abord. Et c'est pour ça que la philosophie qui caractérise l'Afrique depuis des millénaires s'appelle l'Ubuntu. Et l'Ubuntu, c'est le fait d'être humain, c'est-à-dire le fait de ne pas être au niveau de la bestialité, de l'animalité. Et lorsque vous voyez dans les stades les gens lancer des pots de bananes ou des bananes à des joueurs africains qui viennent de marquer, évidemment, il y a une résonance historique extrêmement profonde parce qu'on nous réduit à une animalité que nous ne sommes plus. Et cette philosophie a dominé l'Afrique pendant des millénaires et qui a fait que les Africains, par le respect, comme le professeur Kouemba l'a dit, on ne pouvait pas donner la mort comme ça gratuitement parce qu'on ne l'a pas créé. Et pourquoi on ne l'a pas créé? Parce que chaque être humain, c'est un ancêtre qui s'est réincarné. Est-ce que vous savez que vous êtes des ancêtres? Vous avez en vous une divinité ancestrale? Vous le savez? Ben, en tout cas, dans toute l'Afrique, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos convictions, quand un enfant naît, on dit c'est un ancêtre qui revient. Et quand quelqu'un meurt, on dit il va rejoindre les ancêtres. Ça veut dire quoi? Entre la naissance et la mort, il y a une divinité qui sort du monde invisible dans lequel il a vécu jusque-là et qui revient au monde visible avant de rejoindre ce monde invisible encore une fois, autant de fois qu'il le voudra ou qu'il ne le voudra pas. Ça, on ne sait rien comment on choisit ceux qui reviennent et ceux qui ne reviennent pas. Mais le fait est que vous avez une âme ancestrale et cet ancêtre-là est en vous et il évolue dès la naissance à la mort dans cette chair. Et c'est pour ça que quand on vous dit voilà, on vous a vendu, qu'est-ce qu'on a vendu? L'ancêtre qui est dans un corps ou sa carapace? C'est impossible de soutenir une telle assertion parce que pour pouvoir vendre quelqu'un, ça veut dire qu'on peut le posséder. Mais qui a ce pouvoir magique pour aller posséder quelque chose qui est habité par un ancêtre? Donc notre rapport à l'individu, notre rapport à l'autre était dominé par cette conviction. Et c'est pour ça que ce n'était pas possible que quelqu'un puisse penser un seul instant à vendre l'autre. L'autre chose aussi à rajouter par rapport à ce que le professeur a dit concernant l'histoire de la vente, c'est que la propriété privée n'existait pas en Afrique jusqu'à la colonisation. Vous allez vendre, vendre veut dire fructifier, réinvestir, etc. Tout ça, c'est des choses que en Afrique ne se faisaient pas. Ça se faisait au stade collectif. Mais sur le plan individuel, c'est des choses qui n'ont jamais existé. Et donc, dans ce film, il y a plusieurs ingrédients qu'on trouve comme ça. Je parlais de la technologie. Vous savez que qui se rappelle ou qui connaît l'os du Shango? Ouais, l'os du Shango. Qui a déjà entendu parler de l'os du Shango? Ah, vous avez beaucoup de choses. L'os du Shango, c'est la première calculette de l'histoire de l'humanité. Et cette calculette a été inventée il y a 22 000 ans. Les Belges ont découvert un morceau de cette calculette, qui s'appelle, c'est un petit os comme ça, avec des incisions. Et vous pouvez faire des opérations jusqu'à 1 milliard avec cet os. Donc, il y a 22 000 ans, vos ancêtres ont créé cette calculette. Ça montre à quel point l'esprit mathématique était déjà entré dans le cerveau de beaucoup d'Africains. Et s'il y avait une carte de l'Afrique ici, je vous aurais montré à l'endroit où on a découvert cet os et comment cet os a parcouru le chemin pour aller pour être porté par ceux qui ont créé la civilisation égyptienne, qui ont créé ces monuments qui impressionnent encore aujourd'hui le monde entier. Pour pouvoir créer ces monuments, il leur fallait un outil qui les aide à calculer.
Et cet outil, ben, c'est cet os, ou encore une autre formule de cet os qui avait déjà été créée il y a plus de 22 000 ans d'après les scientifiques. Et si un jour vous êtes en Europe et que vous passez par la Belgique, allez au Muséum des sciences naturelles. Les Belges sont les seuls qui ont construit un monument en hommage à cet esprit mathématique des Africains. Même au Congo, où on a découvert cet os, ils n'ont pas rendu cet hommage. Alors, vous vous imaginez si ces sociétés qui créent l'os d'Ishango, qui avant l'os d'Ishango avaient confectionné ou qui avaient dessiné les premières formules géométriques. Dans les cavernes de l'Afrique du Sud, on a trouvé des formules géométriques qui datent de 80 000 ans. C'est même qui ont été les premiers à s'engager dans la métallurgie du cuivre, dans la métallurgie du fer. Vous comprenez pourquoi? Dans ce film, on parle de vibranium, on vous parle d'armes complètement assez extraordinaires. S'il n'y avait pas eu, à un certain moment, un frein qui a été porté à cette évolution, l'Afrique que vous connaissez aujourd'hui ne serait pas en tout cas celle qui serait en tout cas dans tous les esprits aujourd'hui. Ce ne serait pas cette Afrique en voie de développement ou sous-développée qu'on cherche à assister de toutes les manières. Ce serait une autre Afrique. Et c'est pour ça que dans ce film, on utilise tous ces apports-là, scientifiques, culturels, sociologiques, etc., pour faire de ce film un film qui a eu énormément de succès. Et je pense que si nous devons aussi nous engager dans un projet qui puisse avoir du succès, nous devons réunir le plus d'éléments autour de nous, parce que de l'adjonction, de l'addition de tous ces éléments, nous pouvons vaincre. Si vos ancêtres ont pu vaincre à un certain moment l'oppression esclavagiste, c'est parce qu'ils ont pu mettre leurs forces en commun, et qu'en mettant leurs forces en commun, c'est-à-dire aussi des compétences, c'est-à-dire des aptitudes, etc., on peut s'en sortir. Voilà le message qu'on essaye de vous porter, en tout cas aujourd'hui, après avoir vu ce film. Mais il reste encore un peu de temps, on peut discuter. Si vous avez des questions sur l'Afrique, sur le film, sur d'autres points, on peut vous donner notre point de vue. Merci. Je voudrais justement demander, puisqu'il y a des demoiselles dans la salle, selon le film, selon ce qu'elles ont vu, quelle place les femmes occupaient, même si c'est dans la fiction, dans leur idée, quelle est la place de la femme, d'après ce qu'elles ont vu, dans la culture africaine, ou dans la culture noire en général? Est-ce qu'elles se reconnaissent dans ces dames-là? Est-ce que vous avez déjà eu un garçon s'agenouiller devant vous, sauf pour vous présenter des fleurs, bien sûr, parce que là, les garçons, ils ont un profil bas, mais lorsqu'ils ont commis une faute, qu'ils vous ont peut-être un peu violenté, et puis ils vont demander pardon à genoux, comme on a vu dans le film là, un roi qui se met à genoux devant la générale des troupes d'élite de Wakanda. Ils le font au début, et après une semaine après, ils giflent. Donc ça peut être une stratégie. Mais est-ce que cette image-là, comme il vient de vous le demander, cette image-là de la femme, est-ce que vous pensez qu'elle est réaliste ou elle est fictive, sublimée? C'est fictif. Est-ce que vous pensez qu'elle a existé? Je vais passer le micro à un élève de terminale. Les élèves de terminale sont supposés... Je peux là? Merci. Voilà. Je vais tout au fond. Voilà. Tiens, je commence par toi. Merci. J'ai une question à poser à monsieur. Oui. Selon ce... Le vieux, c'est un mot respectueux. C'est la sagesse.
Selon vous, on descend du singe? Le rapport qu'il y a entre l'Africain et le singe, il y a des singes en Afrique. Quand ils sont arrivés, il y avait des singes dans les arbres, l'homme était sur le sol. Voilà. Mais le problème qui se pose avec cette histoire de la colonisation, il fallait justifier le pourquoi on allait en Afrique. Donc, je vous dis, lorsque vous regardez l'histoire, nous-mêmes, on ne la regarde pas totalement même en Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut justifier l'acte qu'on a commis en Afrique, c'est que, mais quand on tue des singes, pourquoi est-ce qu'on va aller pourchasser quelqu'un parce qu'il a tué un singe? Quand les Blancs venaient assassiner leurs ancêtres, parce que nous sommes les ancêtres des Blancs, l'homme est parti d'Afrique, comme dit Cheikh Anta Diop, et là, on l'a démontré clairement. L'homme est parti d'Afrique. Les Blancs viennent des Africains, mais ils ont perdu leur mélanine. Donc, mais pour justifier tout ce qu'ils faisaient en Afrique, il fallait qu'ils disent que c'est des singes, c'est des singes, donc ils n'ont pas à se repentir. Voilà. Donc, quand on a tué un animal, vous n'allez pas aller tuer un buffle, puis vous allez nous demander pardon. Vous demandez pardon pourquoi? Puis, si nous étions des singes, ils n'avaient qu'à nous manger. Mais si nous mangeaient, après on dirait qu'ils sont des cannibales. Voilà. Donc n'écoutez pas, c'est des bêtises des temps anciens. C'est à nous de montrer que, d'abord, je vous dis, les Blancs sont des Africains qui ont perdu leur mélanine en cours de route. Et qu'aujourd'hui, personne ne peut plus se permettre. Les plus grands mathématiciens du monde étaient des Africains. On vient de voilà. Et d'autres sciences, je vous dis, quand Pythagore est arrivé en Égypte, il est avec les enfants de 12 ans pour travailler les mathématiques. Merci, professeur. On va avancer parce que la question, votre question de tout à l'heure est importante, n'est-ce pas? Oui, il faut donc préciser que l'homme vient du singe, mais l'Africain ne vient pas du singe. Ce qu'on appelle Africain ne vient pas nécessairement du singe. C'est l'homme en général qui vient du singe. Parce qu'avant qu'il y ait l'homme moderne, il y a eu les australopithèques, etc., qui étaient des singes qui marchaient encore à quatre pattes. Et puis à un certain moment, ils se sont mis debout, et en se mettant debout, ils ont eu toute une autre perspective qui a transformé leur cerveau. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a environ 200-300 000 ans, que l'homme moderne est né. Ça, c'est votre opinion? Non, c'est scientifique. Vous faites Google, vous tapez homme moderne, vous allez trouver exactement les mêmes informations que je vous donne. Quand vous dites c'est Google, c'est pas général. Oui, mais Google, c'est pas moi. Ouais. Il a raison parce qu'il faut toujours vérifier les sources. Oh, tout à fait. Parce que dans Google, ce sont des gens qui mettent dans Google. Ce sont des auteurs qui mettent dans Google. Et ce que nous apprenons à nos étudiants, à nos élèves, c'est de vérifier absolument la source de l'information. Ça, c'est essentiel. On n'avale pas une information comme ça parce qu'elle est présentée. On prend l'information d'abord à la source, mais qui l'a dit, qui en est l'auteur, et chercher à comprendre le contexte de la déclaration. Donc, lui qui se interroge les sources, il a parfaitement raison parce que c'est l'esprit critique que nous inculquons à nos élèves pour ne pas accepter les informations comme ça de manière brute. Il faut vérifier toujours l'information, les sources d'information et qui diffuse l'information et le contexte. Voilà. Oui? Ouais. J'ai parlé de Google surtout parce qu'ils sont surtout sur les réseaux sociaux, etc. Pardon?
Ouais, j'ai simplifié au niveau de l'évolution. Je ne vous ai pas amené toute une bibliographie pour vous démontrer ça, mais j'ai parlé de Google parce que vous êtes très souvent sur Google, mais en dehors de Google, évidemment, il y a des scientifiques qui ont écrit là-dessus. Pardon? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une évolution humaine, et de cette évolution est né l'homme moderne, et cet homme moderne, comme disent aussi les scientifiques, il n'y a qu'une race, c'est une race humaine, et cette race humaine, elle est partie d'Afrique avant de s'aimer dans toutes les régions du monde, et ça fait depuis à peine 10 000 ans que l'Europe est blanche. Ça ne fait pas très longtemps. Vous savez, il y a en Afrique aussi des gens qui posent. Ils disent les grands du sang de cochon. Est-ce qu'ils ont les yeux de porc, ils ont la peau du porc? Est-ce qu'ils descendent des cochons? C'est ça le problème. Ok, on va Oui, excusez-moi. Vous venez de dire que l'homme vient du singe. Je suis un peu pas trop clair sur ça, parce que dans la Bible, dans Genèse, la Bible a dit que Dieu a créé l'homme, Adam. Mais je ne crois pas qu'Adam était un singe. Je veux savoir, je vais un peu plus clair sur ce point-là. Oui, très bonne question. Donc c'est une très bonne question dans la mesure où on a tendance à confondre au niveau des théories de l'évolution entre ce qu'on tire de la Bible, ce qu'on tire des recherches scientifiques. La Bible a été écrite par des humains, ok? Ces humains habitaient une région, le Moyen-Orient. Cette histoire de la Bible, on la retrouve chez ces peuples du Moyen-Orient, mais chez nous en Afrique, qui sommes la première espèce d'où est sorti en tout cas l'homme moderne. En Afrique, on n'a pas cette histoire de la création. L'histoire de la création, c'est une histoire où un œuf se casse, il y a deux êtres qui apparaissent, ou un serpent à deux têtes qui évolue. C'est chaque fois l'homme et la femme qui apparaissent au même moment. Il n'y a pas un Dieu qui crée l'homme à son image et qui est homme, qui est un mec, un mâle, et puis après qui constate que voilà, il s'ennuie, on lui trouve un être de confort, ou en tout cas pour lui tenir compagnie. Cette question-là, il ne se l'est pas posée lorsqu'il a créé le lion, lorsqu'il a créé les végétaux, etc., qui ont été créés sur le principe du mâle et de la femelle. Lorsqu'arrive l'homme, il le crée à son image. C'est clair que c'est une histoire qui ne nous concerne pas. C'est une histoire qui a été en tout cas conçue dans cette région-là. C'est à eux de répondre à cette question. Mais l'histoire que nous avons, que ce soit les mythes Dogon, les mythes Kuba, les mythes Congo, les mythes Zoulou, racontent une histoire de la création qui n'est pas celle-là. Merci. Donc, en gros, ce que la Bible dit, c'est fictif. Ah ouais. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, la Bible a été écrite dans une région du monde, et ta question que tu poses, seuls ceux qui sont dans cette région-là, qui ont créé, qui ont écrit ce document, cette Bible, peuvent valablement te répondre à cette question. Là, dans le cadre du mois de l'Afrique, on parlait justement du monde africain, mais l'histoire de la création biblique n'est pas issue de l'histoire africaine. Des points de vue. Voilà. Ok? C'est ça. Alors, il y a une question qu'un élève voulait poser, je me fais son interprète. Alors, il demandait pourquoi est-ce qu'à un certain moment, le héros est enfoui dans de la glace. De la glace? Oui, voilà. Ou quelque chose qui y ressemble. C'est de la neige? D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il voulait savoir si c'était une pratique culturelle, une coutume, ou alors c'est juste un effet du film? Est-ce que vous auriez des éléments de réponse par rapport à ça? Bon, il faut relativiser énormément par
par rapport à ce film, il y a certaines images, il y a certains messages qui sont envoyés qui ne correspondent pas vraiment à la réalité, même si ça peut concerner une certaine réalité. Il y a déjà le fait de la passation de pouvoir. Les rois en Afrique ne devenaient pas rois après un duel. Donc ce n'était pas la force physique qui comptait. Le roi était d'abord quelqu'un qui était élu au sein d'une, en tout cas au sein soit d'une famille. Il y a des familles qui sont présentées, qui sont considérées comme étant des familles royales, c'est-à-dire les familles qui offrent les personnes qui vont être élues. Moi, j'appartiens à une famille royale dans ma tribu, mais ça ne nous donne pas plus de pouvoir que d'autres, etc. Et on devait être élu sur la base d'abord de la clairvoyance, de la sagesse, de l'écoute qu'on peut avoir envers les prochains administrés, etc., etc. Donc c'est toute une série de valeurs auxquelles il fallait faire référence pour pouvoir être élu. Or, dans ce film, il y a un peu de ça, mais on met beaucoup l'accent sur cette force physique parce que, bon, on a voulu rendre le truc aussi un peu américain, hein, c'est Hollywood, il y a des bagarres, etc. Merci. Et cette... oui, voilà, juste concernant cette pratique de mettre quelqu'un dans la glace, etc., en tout cas, ce n'est pas africain dans la mesure où la glace n'existe pas en Afrique, à moins de monter sur le Kilimandjaro. Oui, je ne sais pas s'il y en a toujours avec les perturbations climatiques, mais on ne vit pas dans le froid, on n'a pas la neige à portée de main pour pouvoir mettre quelqu'un là-dedans. Si je peux ajouter, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la momification. C'est pour ça que vous avez jusqu'aujourd'hui les dépouilles des pharaons qui sont toujours là. Donc là, c'est hollywoodien, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique, on conservait les dépouilles. Puisque jusqu'aujourd'hui, dans les musées, et même à Paris, dernièrement, il y avait la dépouille de Toutankhamon qui était exposée. Donc on a la tradition de la momification des dépouilles parce que dans la cosmogonie africaine, la mort n'est pas tout à fait la fin de la vie. Voilà, c'est juste une transition vers quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle des droits humains, on a des droits humains de la personne humaine avant sa naissance, parce qu'on pense l'être humain avant qu'il ne soit né. On a les droits humains pendant sa vie terrestre et on a les droits humains après la mort. Ça, c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ce qu'on appelle les africanistes égyptologues sont arrivés en terre d'Égypte et ont commencé à ouvrir les pyramides pour ce que l'Africain appelle profanation des tombes pharaoniques, parce que jusqu'aujourd'hui, les Africains considèrent que c'est une profanation. Parce qu'on a beau exposer les dépouilles des pharaons dans les grands musées occidentaux, ça c'est on n'a pas demandé, on a demandé l'avis d'aucun Africain. Bien entendu, c'est parce que les Arabes occupent tout le nord de l'Afrique. Donc ils s'approprient ça, c'est qu'ils ont trouvé. Mais jusqu'aujourd'hui en Afrique, c'est un sacrilège. On ne l'entend pas. Normalement, on doit exorciser tout ça. Parce que ça doit être fait. Mon pas qu'à faire ça. Ou pas qu'à vivre, sortir là, qu'à vivre, sur un ton, qu'à tirer au monde, qu'à mettre ces gens-là dans ces musées-là, et monde qu'à payer pour voir ces musées-là. Non, pas qu'à faire. C'est complètement. Ceci dit, lorsqu'on expose les dépouilles des pharaons dans les musées occidentaux, c'est pas eux qui ont fait ça. Mais l'argent va où? Ça reste en Occident. Lorsqu'on fait ça au musée des Arts Cogniers ou au musée d'Orsay ou n'importe quoi, qui c'est qui prend la lettre? C'est eux qui ont fait la dépouille de pharaons? Mais non. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont pris, ils ont emporté. À tel point que, même lorsqu'on réclame, mais il faut se mettre à genoux pour réclamer quelque chose que vous avez pris chez quelqu'un et pour lequel vous faites de l'argent sans même se poser la question, on l'a sa sortie. À part vous qui vous profanez la tombe de quelqu'un, vous sortez sa dépouille. Voilà. Déjà, ils étaient enterrés parés d'or dans des sarcophages. Si vous savez ce que c'est que les sarcophages, on casse
si au cas aille mon alors là, quand passer un ton, quand sortir un monde, voilà, ça va plaire. Et au cas il y aille à musée, à la pointe, et puis dessiner comme ça, voilà, mis en son exposition avec un monde là. Voilà, payer pour voir. Et ça se passe depuis des siècles et des siècles. On a beau dire aux Occidentaux, mais ça va pas faire. De notre point de vue, ça va pas faire. Et on va continuer à faire ça. Voilà, ça normal, c'est tout un maman, c'est Néfertiti, c'est ceci, c'est cela, ça normal. Voilà. Oui, je voulais savoir si le vibranium, ce métal qu'on vient de voir dans les films, existe vraiment en Afrique. Si le vibranium, le métal qui a été montré dans le film, existe vraiment en Afrique. À ma connaissance, non, je ne suis pas géologue, je n'ai jamais entendu parler de ce métal, mais par contre, il y a des métaux en Afrique qui sont extrêmement rares, qui servent à construire non seulement les beaux appareils téléphoniques, mais aussi toute l'industrie aéronautique en est friand, mais aussi l'industrie nucléaire, etc. C'est le lithium. Le lithium dont les batteries servent pour les voitures électriques, etc. Et le lithium, bon, il est tiré du coltan et des minerais de ce type qu'on trouve au Congo. C'est vrai qu'il y a des minerais qui sont extrêmement puissants et dont on n'a pas la maîtrise parce que voilà, tout ça c'est des choses qui sont contrôlées par malheureusement l'Occident. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, un minerai qui s'appelle vibranium. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question parce que la séance est prévue pour se terminer à midi. Donc, ça sera votre dernière question et après on va conclure. Merci. Alors, juste une question aux élèves. Est-ce que vous pensez, à travers la manière dont on a montré que les Africains peuvent maîtriser des technologies, que vous devez nourrir toujours cette idée que nous devons mentalement dépendre toujours de ce que disent les civilisations dites occidentales concernant vos capacités à vous de pouvoir inventer, créer, imaginer, maîtriser. Est-ce que vous pensez que vous devez toujours vous tenir en bas et ne pas chercher à aussi monter? C'est une réponse. Une réponse dans la salle. Je peux vous dire déjà, connaissant mes élèves, c'est niette, hein? Mais ils vont vous le dire eux-mêmes. Comment? Alors tu te sens inférieur en termes de machin. Comment? C'est une question. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez le complexe de dire nous on n'a rien inventé, on n'inventera jamais, on doit toujours attendre des autres qui nous amènent des portables, des télévisions, etc. Voilà. Est-ce que vous croyez capable de pouvoir créer vous aussi, inventer, chercher? Oui. Je vais vous donner un exemple. Il y avait, si vous suivez la création, les T-Max. J'avais entendu le petit jeune qui était décédé qu'on avait agressé au gosier là, qui était décédé, les T-Max. J'avais entendu dire que le gars, il était dans un design de T-Max, voilà, et qu'il était même, parce qu'il y a beaucoup de créativité et de création. Sauf que ce n'est pas nous, ici, qui formalisons nos créations. Ce jeune-là, il avait un design de T-Max qui était repris par des sociétés italiennes pour remodeler des T-Max. J'avais entendu dire ça. Et ça, on est certain, on a un esprit créatif extraordinaire. On n'a pas le temps de citer des exemples qui sont ici même en Guadeloupe parce qu'il y a un génie créatif. Je dis bien un génie créatif qui commence bien souvent très très jeune comme ça, mais qu'on ne met pas suffisamment en avant et dont on ne parle pas suffisamment. Ça c'est clair. Moi, je sais que je suis attentive à cela et qu'il y a des choses extraordinaires qui se font, même au niveau des jeunes à leur âge comme ça, ils sont hyper créatifs. C'est pas parce qu'ils sont tout le temps sur leur smartphone en train de... C'est pas que des consommateurs, mais on les pousse à avoir l'esprit inventif et d'innovation. Voilà. Merci. Ah, vous êtes d'accord avec moi? Ou pas d'accord?
suiveur. Je t'écoute. Vas-y. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Pour moi, c'est non, parce que nous, les Africains, nous sommes esclavage mental. Nous sommes des esclaves mentaux. Alors, tout que nous... Mais parlez créole là-haut. Parce que concernant nous, parlez en créole. Vas-y. Parlez créole là, ici, là-bas. Ah oui. Dis ça en créole, nous, qu'est-ce que ça dit? Ok. Nous, les Haïtiens, nous, les Africains. Mais dis ça en créole. Nous, tous, c'est... Utilisez le micro là. Pour moi, c'est un esclave mental. Nous prenons tout ça, les Européens, tout ça, nous, c'est nous inventé. Nous ne pas produire rien là, nous étions dans nous-mêmes. Produire ça, nous. Je pense que oui. Bon, écoutez, un peu. Merci. Ça, c'est sentiment, c'est Jean et Cavouet, c'est littéraire ça. Merci. Un peuple se positionne dans le monde par rapport à d'autres peuples et il se donne une mission d'arriver à ce qu'il veut. Pour le moment, ce que le bon jeune frère vient de dire est totalement vrai. On nous a conditionnés pour penser que nous ne pouvons rien. Nous attendons, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Nous attendons que les Occidentaux fabriquent tout et qu'ils nous apportent. C'est ce qu'on appelle une économie totalement extérieure. Tout ce que nous consommons en Afrique, tout ce que nous utilisons en Afrique vient de l'extérieur. Bien. Alors, vous, aujourd'hui, vos générations, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Ghana. Les jeunes du Ghana, dès l'école primaire, fabriquent des drones. Les drones. Ils fabriquent des drones. Et quand le président français est allé au Ghana, le président du Ghana lui a dit, nous n'avons pas besoin d'aide. Voilà. Mais l'Afrique est là, à l'ONU, et il faut qu'on les aide à faire ceci. Ils ont toutes les richesses du monde. On vient chercher leur propre matière première pour aller fabriquer. Regardez les Chinois. Quand ce mal qui frappe la Chine a commencé, la Chine en 10 jours a fabriqué un hôpital ultra moderne. Dans ce livre, le deuxième ouvrage, je dis que parce que les Africains doivent résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Et je dis que les Africains sont capables de fabriquer des trains qui font de l'Afrique du Sud au Sénégal 4 heures. Les Chinois ont comment on appelle les trains modernes, les TGV qui font 500 km à l'heure, sans conducteur. Merci. En Afrique, nous avons encore des locomotives. Pourquoi? Parce que nous avons des individus qui reposent sur les Blancs doivent nous apporter ceci, les Blancs doivent nous apporter cela. Alors, votre génération, c'est à vous de vous prendre en charge. Parce que vous avez un cerveau qui fonctionne comme tous les cerveaux humains et peut-être même mieux que certains cerveaux.
Merci. Alors, tu veux pas? Nous allons donc clôturer. C'est elle. Alors, je vais juste poser une question par rapport, vu que nos invités sont là. Alors, on va se calmer tranquillement, on attend le bus, point très. Alors, étant donné que vous êtes là, ça fait plaisir de voir des universitaires d'Afrique, c'est pas tous les jours qu'on en a. Donc, alors moi je pose une question, peut-être pas en relation directe avec le film que nous avons vu, qui est un regard, on va dire, hollywoodien des choses, mais qui quand même a su mettre en exergue les valeurs de la culture africaine avec un grand A. Alors, ce que j'aimerais poser comme question, alors on fait le constat, étant donné que vous avez dit, professeur, tout à l'heure, que tout vient de l'extérieur, des Occidentaux, parce qu'ils viennent, ils imposent, ils proposent, etc. Et la population africaine a tendance à consommer. Dans la Caraïbe, c'est un petit peu le même principe. Donc, comment est-ce qu'au niveau des pays africains, comment est-ce que les gens réagissent? Parce que nous, on a le regard des Occidentaux qui nous transmettent les informations via les journaux télévisés, etc. Mais vous, de votre point de vue, comment est-ce qu'il faudrait réagir? Ou alors, comment est-ce que les gens réagissent vis-à-vis de cette mainmise européenne dans des pays aussi riches que des pays africains? Comment est-ce qu'ils réagissent? Et d'autre part, étant donné que nous avons en seconde étudié l'œuvre Petit pays de Gaël Faye, que je suppose que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel était vraiment, véritablement, je l'ai expliqué aux élèves, mais j'aimerais que vous leur donniez votre point de vue à vous, qu'est-ce qui s'est passé entre les Hutus et les Tutsis? Vraiment rapidement, hein, on ne veut pas vous embêter avec ça, c'est juste pour qu'ils comprennent davantage de témoignages bien vivants. Merci. Oui, j'ai vécu au Burundi comme Gaël Faye, et que je connais personnellement d'ailleurs. On a invité à l'inauguration de notre université populaire à Genève. À l'époque, il n'était pas très connu. Et l'histoire entre les Hutus et les Tutsis, c'est une histoire à dormir debout, vraiment. Parce que je vous ai parlé de cette philosophie qui s'appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu a un postulat qui dit ceci: je suis parce que tu es. Tu es, donc nous sommes. C'est une philosophie de l'altérité, d'ouverture vers l'autre. Lorsque les Hutus et les Tutsis, les Hutus qui sont agriculteurs, ou qui étaient agriculteurs, les Tutsis qui étaient éleveurs, se sont rencontrés, il n'y a jamais eu de guerre. Ils se sont harmonisés. Ils ont créé deux classes sociales. Ceux qui cultivent la terre et ceux qui sont éleveurs. Et ça s'est arrêté à ça. Et le royaume qu'ils ont mis en place au Burundi comme au Rwanda, qui sont des pays jumeaux, c'est des royaumes qui unissaient leurs efforts pour répondre aux attaques extérieures qui pouvaient venir du Congo ou de Tanzanie, à l'époque précoloniale bien sûr. Et donc pendant toute l'existence du Rwanda comme du Burundi, il n'y a jamais eu ni de guerre, ni d'animosité quelconque entre les Hutus et les Tutsis. Ils ont les mêmes noms, ils appartiennent au même clan. Ils croient dans ils ont les mêmes croyances, donc ils ont tout en commun. Tout ce qu'ils n'ont pas en commun, c'est le fait que les uns sont éleveurs, les autres agriculteurs. Et les uns pouvaient passer de l'autre côté. C'est-à-dire un Hutu qui possédait des vaches devenait Tutsi. Et souvent il y avait des Hutus qui, après une guerre quelque part en Afrique de l'Est, obtenaient du roi comme cadeau quelques vaches, et il devenait Tutsi. Quand un Tutsi perdait ses vaches parce qu'il y a eu une maladie, etc., il devenait agriculteur. Et la première fois où les Hutus et les Tutsis ont commencé à se voir
en chaîne de faïence comme ça, c'est lorsqu'il y a eu les premiers colons, notamment les Allemands, qui ont débarqué, qui ont commencé à mesurer les visages des gens, à déterminer que non, les Tutsis, ils ont tel trait physique, ils appartiennent à la race des seigneurs, ils sont faits pour régner, diriger, etc. Les Hutus, ils ressemblent plus à des négroïdes, c'est des gens qui viennent des forêts, etc. Et on a commencé à les diviser, les séparer les uns et les autres, de sorte que la colonisation a mis l'accent sur les Tutsis, hein, a formé beaucoup de Tutsis comme élite, sauf que à la veille de la décolonisation, ils se rendent compte que le Tutsi n'est pas aussi obéissant, qu'ils pouvaient le laisser croire, comme ils le faisaient croire avant, et à la dernière minute, ils arment les Hutus pour pouvoir se rebeller contre les Tutsis. Bon, entre-temps, les Allemands ont donné la colonie, ont cédé la colonie aux Belges, et ce sont les Belges qui ont continué cette œuvre de séparer les uns et les autres, de sorte que le Hutu, au moment de la décolonisation, a commencé, dans les deux pays, a commencé à se définir comme étant « je suis parce que tu n'es pas ». Ce qui était tout le contraire de la philosophie africaine de « je suis parce que tu es », a été transformé en « je suis parce que tu n'es pas ». Et donc, pour que je sois, il faut que tu disparaisses. Et c'est comme ça que ce génocide a eu lieu. C'est des gens qui parlent la même langue, qui ont tout en commun. Ce n'est pas comme à côté au Zaïre, d'où moi je viens, où on a 450 langues. Et je parle des langues, pas dialectes. Et donc, cette histoire de Hutu, tout ça était fabriquée de toutes pièces. On a façonné les mentalités, on a fait en sorte que ces personnes se considèrent du jour au lendemain comme étant ennemis. Et l'école coloniale a servi à ça. Et c'est pour ça que moi je fais une critique souvent, et quand ce garçon a dit que voilà, nous ne sommes pas encore capables, c'est que l'école coloniale continue encore aujourd'hui. L'école coloniale n'a pas été décolonisée. L'école coloniale mettait l'Africain en opposition avec ses valeurs, avec son histoire, avec tout ce qu'il avait porté jusque-là, et on nous l'inculquait, depuis l'école maternelle jusqu'aux études supérieures. Et quand on fait ça pendant 2-3 générations, c'est évident que ça donne les produits qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui flottent, qui n'ont aucun socle. Les Chinois, quand ils veulent se développer, ou les Japonais, ils se développent à partir de leurs valeurs. Quelles sont les valeurs que nous portons? On a entendu parler tout à l'heure de la Bible. La Bible n'est pas, c'est pas là donc que se trouvent nos valeurs. La Bible a été produite par des gens qui sont nos enfants. C'est nous qui avons donné naissance à ceux qui ont écrit la Bible. Et qui ont parfois écrit, travesti des croyances qu'ils ont pris en Afrique, mais qu'ils ont habillées autrement. Et donc aujourd'hui, l'école joue un très grand rôle. Encore une fois, je reviens aux réseaux sociaux. Si vous allez sur Internet, vous tapez carbone 14, et ça, bon, ça remet un peu en question les Sénégalais. Vous connaissez tout Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est le grand savant, etc. On lui rend des grands hommages. Et quand il est décédé il y a environ 34 ans maintenant, je crois, on a donné son nom à l'université de Dakar. Donc l'université de Dakar est devenue l'université Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous savez que depuis que cette université est devenue Cheikh Anta Diop n'est toujours pas enseigné à l'université de Dakar? Est-ce que vous le savez? Si vous tapez carbone 14 dans Google ou sur YouTube plutôt, vous allez voir une vidéo des jeunes, c'était l'année dernière, une manifestation des jeunes comme vous, des jeunes étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui manifestaient devant les fenêtres du rectorat de Dakar pour réclamer l'introduction enfin des enseignements de Cheikh Anta Diop à l'université Cheikh Anta Diop, pour réclamer un monument de Cheikh Anta Diop devant l'université Cheikh Anta Diop et des tas d'autres revendications. C'est pour vous dire que l'école coloniale a continué. L'école coloniale a mené une lutte sans merci contre Cheikh Anta Diop parce que, évidemment,
il ne correspondait pas à ce que la colonisation avait enseigné jusque-là, c'est-à-dire le noir est quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qui n'a rien créé, etc., etc. Cheikh Anta Diop a démontré que nous sommes à l'origine de l'histoire. Et cette histoire passe notamment par l'Égypte ancienne. Et avant l'Égypte ancienne, il y a eu tout ce dont j'ai parlé, l'os d'Ishango, les métallurgies du cuivre, du fer, etc. Ce que vous avez vu avec ce film, c'est le passé. C'est ce passé que nous avons perdu. Mais il n'est pas impossible que nous y revenions. Et c'est à vous qu'aura cette responsabilité. Durant cette séance, j'ai vu certains d'entre vous rigoler un peu, etc. C'est normal, parce que les structures scolaires ne donnent pas cette importance à cet enseignement. Et pour vous, c'est des choses qui sont irréelles, qui sont surréalistes peut-être, mais pensez à vous former pour pouvoir comprendre cette histoire-là. Si vous ne la recevez pas directement de vos écoles, mais vous pouvez la recevoir aussi par des rencontres comme ce que vous faites là. Essayez de lire. Vous avez des enseignants qui se sacrifient, qui font des efforts pour vous ouvrir à quelque chose qui n'est pas dans l'espace public. Oui, comme Tombo vient de vous le dire, vous savez, l'histoire du Rwanda, entre les Tutsis et les Hutus, une réunion avait lieu dans un pays voisin. Pourquoi? Parce que il y a un groupe qui s'exilait de temps en temps, il allait à l'extérieur, alors qu'il était au Rwanda. Et c'est au sortir de cette réunion où on avait décidé que les deux groupes maintenant devaient diriger le pays, que l'avion d'Abiyarimana, parce qu'il avait fini par accepter, mais lui, il était ce qu'on appelle francophone. À partir du moment où il avait accepté que maintenant les deux groupes, les gens pouvaient rentrer dans le pays, diriger le pays, que son avion a été abattu par un missile. Et lorsqu'on cherche très bien, on se rend compte que c'est la France qui a abattu son avion. Et une fois que cet avion a été abattu, les Belges étaient tellement fâchés qu'ils ont quitté le Rwanda, ils sont rentrés en Belgique. C'est là que la guerre a commencé. Et on sait que les criminels du Rwanda sont protégés ici en France. On n'arrive pas à les juger. Même la femme d'Abiyarimana, est aujourd'hui en France. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est la France qui a été à l'origine de la guerre du Rwanda. Et la France est encore capable aujourd'hui, vous risquez dans quelques années, peut-être, j'espère que ça ne va pas arriver, d'entendre qu'au Cameroun, il y a une autre guerre tribale qui est là-bas. Parce que on sait que Paul Biya n'a pas gagné l'élection présidentielle. C'est Kanto qui l'a gagné. Et on est en train de monter aujourd'hui les Bamileke, ce qu'on appelle les Bamileke. Et je vous ai dit que ce qu'on appelle les ethnies africaines là viennent de Raja négrière. Parce que les gens fuyaient les côtes, ils rentraient à l'intérieur du pays et un petit groupe se formait qui avait quitté la cellule mère. Et c'est ce groupe-là qu'on appelle aujourd'hui les ethnies. À l'époque précoloniale, il n'y avait que des empires en Afrique. On ne connaissait pas des histoires de région. Donc c'est ce problème-là qui, vous-même, vous êtes déjà une ethnie. Vous voyez, depuis qu'on vous a amené ici, vous formez une nation. Maintenant, vous devez former cette nation-là. C'est vous qui devez donner un exemple maintenant à l'Afrique pour dire que nous, on est des Africains qui sont nés en déportation. Nous sommes des Africains. Un point, un trait. Merci. Avec le temps, on va pour la dernière question. Oui, et puis j'avais la première question, j'ai un peu...
Oui, très rapidement. Tout à fait. Très rapidement, l'opinion publique en Afrique n'existe pratiquement pas à cause des dictatures, même si les dictatures, la période des dictatures s'est terminée, on a des gouvernements élus, mais on s'arrange toujours pour tricher et avoir des scores qui maintiennent les mêmes chefs d'État au pouvoir. Donc évidemment, il y a une résistance, parce que l'homme résiste. L'homme, c'est-à-dire les êtres humains, je veux dire, ils résistent et les gens évidemment n'acceptent pas. Je vous ai parlé de cet exemple de l'université Cheikh Anta Diop, il y en a de plusieurs autres en Afrique, mais c'est pour vous montrer que la prise de conscience est en marche. Et cette prise de conscience se traduit notamment parmi les jeunes, de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, ils réagissent, ils donnent leur vue et ils peuvent aussi s'informer sur ce qui se passe ailleurs, etc. On a vu avec l'histoire du franc CFA qui a commencé tout petit et puis maintenant ça a explosé. Il y a des manifestations partout. Donc il y a des réactions. La résistance continue même si les pouvoirs en place essaient de se cramponner et ne pas donner la possibilité à ce que ça puisse s'exprimer. Mais de toute façon, le mouvement est déjà lancé et la résistance continue. Merci beaucoup. Oui. Alors, dire qu'on est parti donc, du film et on se rend compte que nous sommes bien dans le cadre du mois de l'Afrique, puisque nous sommes en train de découvrir des aspects, des particularités de l'Afrique que nous ne connaissions pas, enfin en tout cas que les élèves découvrent là. Mais il y a une intervention de monsieur qui m'a interpellé lorsqu'il a dit « Je suis venu vous dire qu'il faut que vous regagniez l'Afrique, vous retournez chez vous ». Et moi, ça m'interpelle un peu, je me demande, qu'est-ce qu'on a à y faire finalement, quel gain qu'on aura pour nous déjà, et pour, entre guillemets, les Africains, première chose. Et est-ce que quand on est Guadeloupéen, parce que on est effectivement déporté, mais on est dans un pays qui est le nôtre, où on a nos coutumes, nos us et coutumes, est-ce que il faut nier ce fait-là, que nous soyons d'abord peut-être en premier des Guadeloupéens. Voilà. Je peux apporter un élément de réponse et tu vas compléter. Parce que je sais que ça, quand il parle de retour, il ne faut pas entendre retour physique. C'est un retour aux valeurs africaines. C'est ça le retour à l'Afrique. Ce n'est pas voilà. C'est un retour aux valeurs qui font parce que finalement on se rend compte que quelles sont nos valeurs. Le maître esclavagiste nous a donné des valeurs. Le maître esclavagiste nous a nommés. Les noms que nous portons jusqu'aujourd'hui ne sont pas nos noms. Ils nous ont été attribués jusqu'à présent. Ce n'est pas une valeur de nos ancêtres. Ce sont nos ancêtres africains qui nous ont élevés, qui nous ont aimés, qui nous ont nourris ici. Et pourtant, ce ne sont pas les valeurs de ces ancêtres-là, nos pères et mères qui nous ont nourris, que nous portons en nous. Lorsqu'on nous a appelés créoles, ce n'est pas nos ancêtres, papa et maman, qui nous ont dit que nous étions créoles. C'est le maître esclavagiste qui a dit que désormais vous êtes des créoles. Ceci dit au passage, tout le monde est créole sauf le blanc pays. Tout le monde est sans mêler sauf le blanc pays. Regardez qui monde qui s'en mêlé ici. Nous d'accord et puis sans mêler. Nous avons une caste de maîtres esclavagistes ici qui refuse tout sans mêler. Alors sans mêler c'est pour toute qualité genre de monde, à part pour blanc pays. À part pour Béké. Béké pas qu'à faire sans mêler. Pourquoi ça? Et pourtant, c'est yo qui a envoyé la notion de tous créoles, comme en Martinique. Mais de Jaham, qui t'a dit tous créoles, est-ce que Jaham s'en mêle? Il pas s'en mêler. Mais oui, s'en mêler, il bon, s'en mêler là bon pour d'autres catégories de... Mais oui, mais parce qu'il faut analyser le truc. Nous d'accord? Alors, il ne faut pas comprendre que sans mêler a commencé ici, hein, quand on est arrivé ici. Non, mais sans mêler, c'est depuis le contraire. Il n'y a pas plus sans mêler qu'un Africain. Il n'y a pas plus sans mêler qu'un Africain. Mais ce n'est pas parce qu'on s'en mêler ou qu'à changer d'identité à ces mots-là.
Yoka vit nous dit comme ça, eh bien, à partir de cet instant, c'est créole dorénavant. Mais les autres, c'est mon arrivé, c'était l'Africain, on dit comme ça, pas ni africain encore. D'accord, nous d'accord, et puis ça. Mais vous, Béké, mais montrez-nous sans mêler à Béké. Mais on s'en mêler à Béké là. Donc, vous êtes obligé, en Martinique, de créer votre casse, voilà, et vous dites aux autres, allez. Mais non. Et après, vous dites aux gens, eh bien, c'est créole. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut se poser des bonnes questions à un moment donné. Donc, le retour en Afrique, c'est que quand nos ancêtres sont arrivés ici et que eux, ils nous ont élevés, c'est pas les esclavagistes qui nous ont élevés, hein. Pas du tout. C'est pas eux qui nous ont aimés. Pas du tout. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le mets pas sous les faits. Tu ne le mets pas, tu ne le traites pas comme une bête. Et nos parents là qui nous ont élevés ici dans cet enfer-là, c'est pas eux qui nous ont dit qu'on était créole. Ils nous ont dit qu'on était africain. Regardez la langue créole. Je vous invite à regarder la langue créole. Tout ce qui est de la sphère privée, laissez pour faire des affaires à spiritualité, laissez pour faire des affaires à qui genre veiller, laissez pour faire des affaires ou qu'avouer. Toutes ces bitères-là, c'est africain. Pourquoi? Parce que c'était le seul endroit où on pouvait se retrouver en tant qu'Africain. Bon, laissez-vous venir sur la sphère publique pour parler grand genre de français, au grand genre des mondes. On peut utiliser ces créoles-là parce que, à présent, sur la sphère publique, nous avons le maître esclavagiste et donc il faut plaire au maître esclavagiste et puis parler comme ces grands gens de blanc-là. Et M. Kavin comme ça, à présent, c'est créole, tous créoles. Commencez par faire créole là-haut avant de venir dire nous comme ça, mais c'est créole, oui. Donc, retour en Afrique, c'est une réappropriation des valeurs que nous ont transmises nos parents et que l'enfer esclavagiste n'a jamais voulu que ça s'explique sur la sphère publique. C'est pas pour rien que le Léos, qui était uniquement dans des veillées, mais le maître esclavagiste ne venait pas dans des veillées. Il ne venait pas là-dedans. Vous ne vous étonnez pas que dans les veillées, c'est totalement africain. Il n'y a aucune différence entre une veillée ici, en Guadeloupe, et une veillée sur le continent. Aucune. Même 6 siècles après. Pourquoi? Parce que le maître esclavagiste n'avait pas accès à ces espaces-là. Il n'avait pas accès à ces espaces-là. Et donc, on avait la possibilité de rester nous-mêmes. Mais dans la sphère publique, ils nous disent, mais c'est ça. Je vous fais observer au passage que les Occidentaux arrivent ici. Il y a les Kalinago. Les Kalinago ont une langue. Ils ont leur nom. Ok. Ils arrivent avec leur nom. Les Occidentaux arrivent avec leur nom et leur langue. Puis, ils apportent les Africains. Les Africains ont leur nom et leur langue. Aujourd'hui, 5 siècles après, qu'est-ce qui reste? Il y a quoi? La langue de Kalinago a disparu, sauf quelques mots que nous retrouvons dans la langue créole. Les noms Kalinago ont disparu, sauf quelques... Oui, quand on parle de gens qui étaient là, on ne sait même plus. Parce que je suis même allée à la réserve Caraïbe, à la Dominique de Kalinago. J'ai regardé les listings de noms, c'est rien qui nom anglais qui l'a. Rien qui nom anglais qui l'a. Alors, les Africains sont arrivés, ils avaient leur nom. Les seuls noms africains qui restent ici, c'est la vague des Congo. Qui sont là, on retrouve les symboles et ceci. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y avait déjà eu. Il n'arrivait plus comme cargaison de marchandises et de ça. Donc, ils avaient la possibilité de garder un peu ce nom-là. Donc, on retrouve des symboles, on retrouve des ceci. Vous les connaissez. Donc, la langue africaine a disparu puisque c'est ce qu'ils parlaient. Les noms africains, qu'est-ce qui reste? La langue du colon, c'est-à-dire le français, que nous pratiquons jusqu'aujourd'hui. Et puis, le créole, parce qu'ils ont dit, quand vous êtes, on appelait ça paringouin. Paringouin. Mais oui, il faut faire comme le blanc sur la sphère publique, parce que vos langues à vous, à pas en langue, c'est dialecte. À pas en langue, c'est dialecte. Kalinago, au pas ni langue. Alors, il faut créer un petit bitin pour vous humaniser. Parce qu'au pas monde, où c'est bête.
Ah, pas mouillé, c'est bête. Mais oui, c'est bête. Alors, c'est ça. C'est pouvoir dire. Alors, il y a quelqu'un qui dit très justement, il dit, rester créole, c'est rester asservi. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le maître esclavagiste qui l'avait donné. Quand tu dis dans cette terre-là que tu es un Africain, tu es un homme double. Tu dis, mais on t'aura comme une bête étrange. Oh là, c'est lycée sorti. Oh là, c'est madame la sortie. Africain ici, non? Dans la sphère d'influence des esclavagistes, quand il arrivait lycée, quand il arrivait madame la sortie, Africain? Mais non, c'est créole. C'est ça vous dit. Voilà. Tu complètes? Merci. Bon. Vous vivez ici, nos compatriotes qui ont été déportés, je vous ai dit que vous êtes des Africains déportés. Et il faut y tenir. Vous n'êtes pas des afro-descendants. Parce que les termes en français veulent dire quelque chose de précis. On a amené les Juifs à Auschwitz, ils étaient déportés. Et chaque fois, on parle de la déportation des Juifs. Parce que dans la déportation, il y a la violence d'un peuple qu'on a pris là où il était, on l'a amené ailleurs. Bien. Vous devenez des Africains, pourquoi? Pour le moment, vous portez des noms étrangers. Vos noms, c'est des noms, je ne dis pas de vos maîtres, parce que je dis de ceux qui vous ont kidnappés en Afrique. Donc, rentrer en Afrique veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des noms de pharaons qu'il faut donner à nos enfants. Le nom donne une personnalité à un individu. Lorsque vous portez le nom d'un Français, vous êtes un esclave de Français. Les Français, les deux sont ici avec vous, ils portent le nom de leurs parents français. Vous ne portez plus le nom de vos parents africains. Donc, un être humain, sa personnalité, c'est son nom et c'est sa couleur. Donc, retourner en Afrique veut dire d'abord que nous, quand les régimes dictatoriaux qui sont là, qui sont des régimes que les Blancs ont mis en place, disparaîtront, il faut que vous ayez le droit de revenir en Afrique pour ceux qui veulent y revenir et de s'y installer correctement. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Père Bonba, si vous permettez, parce que le cas, il est là. Donc, vous avez bien compris, on vous a parlé de l'Afrique. Le temps du mois de l'Afrique, ça se passe une fois tous les 2 ans. On n'a pas plus d'occasion que cela. Donc, au travers de ce film-là, on a essayé d'aborder ce que vous êtes. Chivé Grené Aoula, Nilage Aoula, gros gueule Aoula, c'est ça. Mais oui, grand gueule, à part ça. Mais faut être fier de ça. Mais oui, c'est une valeur. Je vous remercie.